Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Métro News. Au sommaire de l'actualité, Maria Isabel Salvador estime que seule l'organisation d'élections démocratiques, transparentes et participatives peut mettre fin à la transition politique. Elle estime également que ceux qui proposent une nouvelle transition s'éloignent des principes démocratiques et veulent imposer leur intérêt individuel en oubliant les intérêts du peuple. L'Alliance pour la reconstruction nationale conteste énergiquement dans toute sa forme et teneur le rapport du groupe d'experts de l'Organisation des Nations Unies sur Haïti. Cette structure dénonce le caractère abusif, partial et discriminatoire du rapport. Les rencontres se multiplient entre des commerçants, des organisations dominicaines et les autorités communales de Belader dans le but de trouver une solution à la fermeture de la frontière haïtienne. Les deux parties veulent recommencer avec le commerce binational via le poste frontalier de Belader-Carizal. Dorochel, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme le disait en titre, la chef du BINU et représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Maria Isabel Salvador, a exprimé son ferme soutien à la tenue d'élections démocratiques en Haïti dans un message sur son compte X, anciennement Twitter. Selon elle, seule l'organisation d'élections démocratiques, transparentes et participatives peut mettre fin à la transition politique. Elle a souligné qu'on ne sort pas d'une transition en instaurant une nouvelle transition et a insisté sur la nécessité de garantir la sécurité pour parvenir à ces élections. Maria Isabel Salvador a précisé que ceux qui prônent une nouvelle transition cherchent à imposer leur intérêt individuel au détriment de l'intérêt du peuple haïtien et s'éloignent des principes démocratiques. Selon Mme Salvador, Haïti a besoin de paix pour élire démocratiquement les autorités, établir l'état de droit et reconstruire les institutions républicaines en vue du développement durable. Le groupe des éminentes personnalités composé de 3 anciens premiers ministres de la région, Perry Christie du Bahamas, Bruce Golding de la Jamaïque et Dr Kenny Anthony de la Sainte-Lucie devrait arriver en Haïti dans le but de relancer les négociations qui avaient été suspendues depuis le mois de septembre dernier. La délégation aura pour mission de rencontrer les protagonistes en vue de trouver un consensus permettant de sortir le pays de l'impasse dans laquelle il se trouve depuis des mois. Du côté des signataires de l'accord de Kingston, leur position demeure inchangée, tandis que les signataires de l'accord du 21 décembre, la venue du groupe des éminentes personnalités, contribuent à faire progresser le débat vers une solution pacifique à la crise. Il faut souligner également que le Front uni, qui regroupe plus d'une dizaine de partis politiques, estime que le mandat du Premier ministre Ariel Henry prendra fin le 7 février 2024. L'Alliance pour la reconstruction nationale, regroupement des partis politiques liés au parti haïtien Tête-Calais, conteste énergiquement dans toute sa forme et teneur le rapport paru sous la plume du groupe d'experts de l'Organisation des Nations Unies sur Haïti en date du 18 octobre 2023 pour n'être pas fondé. Il dénonce son caractère abusif, partial et discriminatoire et demande aux instances concernées de l'Organisation des Nations Unies de mener objectivement sur le territoire haïtien une contre-enquête, ce dans l'intérêt du plus grand nombre. Autre point de l'actualité, des réunions ont eu lieu lundi entre des commerçants, des organisations dominicaines et les autorités communales des deux côtés de la frontière pour chercher une solution à la fermeture de la frontière haïtiano-dominicaine et recommencer progressivement un commerce binational. Il a été décidé de rouvrir le commerce binational via le poste frontalier de Belader-Carizal. Auparavant, certains commerçants avaient exprimé qu'il était temps de chercher une solution intelligente à cette situation en assurant qu'ils étaient désormais disposés à poursuivre le dialogue permanent. Il faut dire également que pas moins de 60 camions et 18 camionnettes sont entrés sur le territoire dominicain et des centaines d'Haïtiens ont également traversé la frontière pour faire des achats. Le président Abinader a confirmé lundi le passage de ces camions lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Près de 2 mois après la reprise des travaux sur la rivière Massacre, les tensions ne cessent de monter entre Haïti et la République dominicaine. Hier encore, sur la frontière, des tensions ont eu lieu en raison du déploiement des troupes dominicaines. Que s'est-il réellement passé? L'ancien consul haïtien République dominicaine, Edwin Paraison, est notre invité ce soir à Métro News.
Bonsoir, Monsieur Edwin Parizon. Merci de votre disponibilité à Metro News. Bonsoir, un plaisir de être avec vous ce soir. Alors, comme je le disais tantôt, une tension a eu lieu hier sur la frontière haïtiano-dominicaine. Que s'est-il réellement passé? Bon, il faut dire qu'il y a eu une grande confusion hier et avec la présence militaire. Il n'y a pas eu vraiment de déploiement, mais de toute façon, des troupes militaires dominicaines étaient sur leur territoire. En Haïti, ou du côté haïtien, et cette présence a été interprétée qu'elle était sur le territoire haïtien, mais après avoir reçu certaines informations de personnes qui étaient sur place et des autorités dominicaines qui ont rapidement fait publier un communiqué pour expliquer les faits. Donc, nous sommes totalement convaincus à la Fondation Zélé que ces militaires dominicains étaient sur leur territoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que avec le mur en construction, dans notre culture foncière et dans la culture paysanne, lorsque vous montez une clôture, donc cette clôture sert de limite entre deux propriétés. Dans le cas d'Haïti, de la République dominicaine, ou dans ce cas bien particulier à la frontière, il y a le mur qui est en train d'être construit par la République dominicaine, il y a les bornes frontalières. Les bornes frontalières sont justement les limitations territoriales entre les deux pays. Donc, les militaires dominicains ont expliqué qu'ils ont laissé un espace entre le mur et les bornes pour pouvoir faire des travaux d'entretien, des travaux de surveillance de leur mur et être toujours vigilant, comme il se passe, par exemple, dans le cas du tunnel entre les États-Unis et, et le Mexique. Et vous savez que les migrants ont percé un tunnel pour essayer de traverser d'un territoire à un autre. Donc, les militaires dominicains ou le gouvernement dominicain avait prévu des mécanismes de surveillance qui doivent être faits, réalisés de l'autre côté du côté du mur qui donne vers Haïti. Cependant, ils sont toujours sur leur territoire. Oui, alors, puisqu'il y avait une présence des Dominicains sur leur territoire, vous nous dites, que traduisait cette présence, puisque pour les Haïtiens, il s'agit de la provocation tout carrément, vu les tensions entre Haïti et la République dominicaine alors. Selon les explications que les autorités dominicaines ont offertes, il s'agissait simplement d'une patrouille routinière. Et là, l'interprétation faite par Haïti, c'est qu'ils étaient sur le territoire haïtien. Donc, on a eu des compatriotes qui ont commencé à avancer vers eux. Face à cette situation, donc, ils ont pointé leurs armes sur un groupe de personnes qui, pour eux, est un groupe assez menaçant. De toute façon, nous autres, lorsque nous analysons les faits, et en tant qu'organisation de la société civile à caractère national, nous soulignons trois éléments importants. Le premier élément, c'est que depuis la construction, depuis le début de la construction du mur, les deux parties ne se sont jamais réunies pour que Haïti reçoive des informations détaillées sur le mur. Donc, je ne pense pas que la République dominicaine devrait donner un plan du mur à Haïti, mais de toute façon, par courtoisie. Même lorsque ce mur est en train d'être construit sur le territoire dominicain, mais c'est quand même sur la frontière. Donc, la partie dominicaine aurait dû présenter à Haïti des informations détaillées sur cette construction, où Haïti aurait dû aussi demander à la République dominicaine des informations détaillées. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en 2021, probablement, vous vous rappelez que ce conflit ou cette crise que nous gérons actuellement a commencé en avril en 2020. Et en février 2021, il y a eu une incursion militaire documentée par la partie haïtienne. Cette incursion militaire illégale, et ce sont des militaires qui sont rentrés sur le territoire, et selon le rapport effectué par la partie haïtienne, et c'était des militaires qui étaient venus
exerçait une certaine pression sur les gens qui travaillaient dans la construction du canal, sur le chantier du canal. Donc, à partir de ce précédent, ces informations ont été partagées avec la partie dominicaine. Il y a eu une première réunion au niveau des autorités locales, entre les autorités de Ouanamène et de Dajabon, et les faits ont été reportés par la délégation haïtienne qui a participé à une réunion au ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine le 27 mai 2021, avec photo à l'appui. Donc, ce précédent a créé chez nos compatriotes qui sont autour du canal certaines appréhensions. Lorsqu'ils voient des militaires, donc ils pensent que ces militaires pourraient refaire la même chose, pourraient venir pour faire exercer une certaine pression afin de discontinuer les travaux du canal. En troisième lieu, il faut signaler que c'est réellement important de rappeler que les deux gouvernements, les deux administrations, et face à la fermeture de la frontière, je ne dirais pas qu'ils ont rompu le dialogue, mais il y a une discontinuation du dialogue pour l'instant. Donc, en face des militaires dominicains, et peut-être qu'il n'y avait pas des interlocuteurs valides, mais heureusement, aujourd'hui, où nous parlons, il y a quelques heures, il y a eu une rencontre assez intéressante entre des militaires dominicains et des agents de la Polifront. Pour nous, à la Fondation Guinée, nous recevons cette nouvelle et nous avons vu les images comme une nouvelle extrêmement positive qui essaie de rétablir le calme et la paix entre les deux parties. Et qu'est-ce qui a été au centre de cette rencontre entre les agents de la Polifront et les militaires dominicains? Oui, je disais que c'était pour échanger leurs impressions sur les incidents d'hier. Et la partie dominicaine a expliqué ce que j'ai dit tout au début, qu'il y a une différence entre le mur ou la clôture et les bornes frontalières. Entre le mur et les bornes, cet espace-là appartient à la République dominicaine. Et ils peuvent librement patrouiller dans leur espace. Donc, il faut, je dirais, orienter nos compatriotes qui se trouvent sur le chantier du canal afin qu'ils sachent que ce territoire appartient, là où ils étaient, les hier, leur appartient, et que les points de limite entre les deux territoires sont les bords. Merci Edwin Paraison, merci pour ces précisions. Avec plaisir, comme toujours. Voilà, c'était l'ancien consul haïtien République dominicaine, Edwin Paraison. Avec lui, nous avions échangé sur la tension qui a eu lieu hier sur la frontière haïtienne-dominicaine. Le protecteur du citoyen Renan Edouville dit constater une grave régression des droits humains en Haïti depuis plusieurs années. Il a parlé d'une situation catastrophique. Par ailleurs, M. Renan Edouville déplore également le désintérêt de la communauté internationale concernant la situation en Haïti. On écoute le protecteur du citoyen, Maître Renan Edouville. Population, citoyenne, mon cap vu dans le pays n'est pas protégé. Donc, il n'est pas protégé parce que les droits humains sont en nette régression dans le pays. Tout comme la démocratie est en régression aujourd'hui en Haïti. Nous avons descendu, nous avons fait bac. Pas un programme en matière de droits humains, je dis à M. Théodore. Pas un programme en matière de démocratie. À titre d'exemple, nous avons pratiquement plus que 2 ans, il y a des gens qui sont capables de dire 4 ans ou bien 5 ans, que nous n'avons pas de possibilité pour nous exercer un droit civil et politique que nous avons, le droit de voter, le droit de supporter candidats, le droit pour nous élire des dirigeants, nous pas gagnons et nous en attendons. Nous ne pouvons pas qu'il des élections dans le pays, des élections libres, honnêtes et démocratiques. C'est-à-dire sur le plan, en termes de droits civils et politiques, c'est zéro. En termes de droits économiques, sociaux et culturels, encore la même chose. On a une condition de vie qui est exagérée. Le droit à l'éducation, on va regarder sous chaîne 52, dans micro 100.1,
ou après petit monde qui a plein, qui a demandé comme ça, qui leur prend l'école. Premier trimestre, ça c'est fini. Et l'école est contrôlée aussi, pour le moment, par des gens qui ont été obligés de quitter la caillou. Alors que c'est l'État qui a pour devoir, qui a pour responsabilité de garantir, d'assurer la sécurité des vies et des biens. Donc en termes de droits de l'homme, de respect, de protection, de mise en œuvre de droits de l'homme, c'est la catastrophe. Il y a eu un incident tout récemment qui passait tout dans le parquet pour moto, côté que et nous avons fait bac, agresser, porter, maltraiter un monde, balle coup de pied, balle coup de soufflette dans la tête pendant qu'il pas représentant un danger pour vous, c'est grave, c'est inacceptable. Donc en clair, donc, nous sommes capables de dire que c'est bien dommage de le dire, on est dans une situation où les droits de l'homme, les droits humains, les droits des catégories en situation de vulnérabilité, eh bien, sont en nette régression. Et c'est bien dommage. Et c'est pourquoi que nous croyons qu'il y a une nécessité pour secteurs qui concernés, les acteurs concernés, l'Église, la presse, les hommes, les femmes politiques, le pouvoir central, chita ensemble, dans le cadre d'un dialogue constructif, pour nous connaître qui côté que nous voulons aller avec le pays. Mais nous croyons tout que la communauté internationale qui est là, dans le pays, aujourd'hui, il faut que comprenne que ce n'est pas en Ukraine qu'il y a seulement des mondes. Ce n'est pas en Israël seulement qu'il y a des mondes. Nous sommes aussi un peuple à l'instar des Israéliens. Nous sommes un peuple à l'instar des Ukrainiens. Donc si vous voulez aider nous, il faut que vous aidiez nous à sortir dans ça parce que, qu'on le veuille ou non, vous exercez une influence indirecte et parfois même directe de ça qu'a vu dans la société à aujourd'hui. Ce mardi 8 novembre marque le 58e anniversaire de l'Office national d'assurance vieillesse. La directrice Marguerite Berthe Maresco a précisé que l'ONA n'a jamais cessé de jouer son rôle moteur dans la politique sociale en Haïti. Elle en a profité pour retracer le parcours de l'institution. Madame Maresco a renouvelé son engagement à œuvrer dans la voie de la modernisation et également renforcer les capacités de l'institution pour mieux desservir les assurés. 58 ans après, je suis bien consciente que, au fil des ans, l'institution a acquis ses lettres de noblesse. Mais le travail est loin d'être terminé car la tâche est immense. Ensemble, sous mon leadership, il nous faut rester mobilisés au quotidien pour être à la hauteur de sa mission en fournissant à nos assurés et à nos pensionnés actuels et futurs de meilleures prestations de services, dans de meilleures conditions. Voilà pourquoi le thème que nous avons choisi de célébrer le 58e anniversaire de l'institution, yon ONA modernisé pour yon plus bon service. Répétez après moi, yon ONA modernisé pour un plus bon service, reste au cœur de nos actions et interventions pour que nous puissions ainsi ajouter notre pierre à la construction de l'ONA de demain. L'augmentation à partir du 1er avril 2023 des ventes viagères de 5 à 15% n'est pas simplement un ajustement numérique. C'est un geste de solidarité, un signal fort de notre volonté d'agir en faveur de ceux qui, après avoir tant donné, méritent de recevoir. Dans cette perspective, je tiens ici à réitérer l'engagement de la Direction générale envers les assurés et les pensionnés. Notre mission principale est de veiller à leur bien-être, de leur offrir un service de qualité, de leur assurer une sécurité sociale solide. Nous devons rester à leur écoute, comprendre leurs besoins en constante évolution et nous adapter pour que chaque assuré, chaque pensionné
trouve une réponse à ses besoins. Pour y parvenir, il a été mis sur pied une unité d'organisation et de méthode dont la mission est d'effectuer un inventaire des politiques et des procédures qui existent, mais qui n'ont pas été mises en œuvre, des politiques et procédures manquantes, des pratiques actuelles qui méritent d'être actualisées et formalisées en vue de la mise en place d'un corpus de règles et de procédures pour guider au quotidien les opérations de l'institution. Il va de soi que nous restons déterminés à poursuivre nos efforts pour accroître notre efficacité opérationnelle. Pour que l'institution fonctionne dans le respect des règles qui s'imposent, cela implique certainement la nécessité d'améliorer les processus de travail, de garantir une gestion saine et transparente des ressources de l'institution et de mettre en place des mécanismes de contrôle. À l'heure de la numérisation, nous gardons également à l'esprit la nécessité de mettre à contribution les technologies de l'information et de la communication. Il ne fait point de doute que les avancées numériques offrent d'innombrables opportunités pour simplifier nos opérations, améliorer la communication institutionnelle et renforcer la sécurité des données de l'institution. De ce fait, nous travaillons pour améliorer la performance de notre institution et fournir des services modernes et accessibles. Il m'est agréable aujourd'hui, mesdames, messieurs les employés de l'ONA, de vous adresser mes vœux de joyeux 58e anniversaire. Joyeux 58e anniversaire à vous tous. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Maria Isabel Salvador estime que seule l'organisation d'élections démocratiques, transparentes et participatives peut mettre fin à la transition politique. Elle estime également que ceux qui proposent une nouvelle transition s'éloignent des principes démocratiques et veulent imposer leur intérêt individuel en oubliant les intérêts du peuple. L'Alliance pour la reconstruction nationale conteste énergiquement dans toute sa forme et teneur le rapport du groupe d'experts de l'Organisation des Nations Unies sur Haïti. Cette structure dénonce le caractère abusif, partial et discriminatoire du rapport. Et puis les rencontres se multiplient entre des commerçants, des organisations dominicaines et les autorités communales de Belader dans le but de trouver une solution à la fermeture de la frontière haïtienne. Les deux parties veulent recommencer avec le commerce binational via le poste frontalier de Belader-Carizal. C'est la fin de Métro News. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain jeudi. Bonsoir.